j'espère que vous m'entendez. Ma voix, elle est audible, je pense. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour. Je dis toutes exprès parce que toutes ne doivent pas se noyer dans tous. Donc il y a toutes et il y a tous. Comme ça, tout le monde se retrouve, tout le monde a sa place. Bonne fête à toutes les dames. Merci, pareillement. Merci. Je vous appelle des lionnes parce que les lionnes ne se fatiguent pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Elles ne se fatiguent pas. Et là, de petits, et là, les lions, elles courent, elles courent, elles courent, elles courent sans se fatiguer. Elle va chercher à manger pour les lionceaux. Et les lions est aux aguets. Il regarde la sécurité, mais la lionne va chercher à manger pour pourvoir aux besoins de toute la famille. Donc, vous êtes des lionnes, il faut être fiers de ce que vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mars. Le mois de mars, les gens l'appellent communément le mois de la femme. Les mois de la femme, c'est quoi? Ça a commencé comment? Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ne savent pas c'est quoi le mois de la femme. Donc, Tokotine à l'Oyenge, allez, oh, mois de la femme, tout ça. Mais on ne sait pas ce que c'est exactement. Donc, le mois de la femme, c'est le mois qui est dédié aux droits de la femme. Et ça a commencé un jour de février 1917 en Russie. Hein. C'est bizarre, mais c'est là-bas que ça a commencé. Les femmes étaient assimilées au même titre que les objets de la maison. En Europe, hein, dans toute l'Europe, ce n'est pas l'Afrique encore. Donc, quand un homme était chez lui, il avait ses chaises, il avait des fauteuils, il avait des voitures, il avait des carrosses et il avait des femmes. Il avait une femme. Donc, c'était la propriété de l'homme. Alors, la femme... On a donné du travail à la femme. La femme travaillait dans comment on appelle en français? Des fabriques. Des usines. Voilà, usines, voilà. Et c'était très pénible pour la femme. C'était très, très pénible. Et on ne la payait pas. Parce qu'on donnait l'argent au mari. Et la femme, quand elle devrait sortir avec un homme. Si tu n'es pas accompagné d'un homme, tu ne sors pas. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans d'autres pays. Mais ça commençait aussi ici. Donc, leurs ancêtres aussi, elles étaient dans la même condition que les femmes d'autres cieux aujourd'hui. Alors, un jour de février 1917, les femmes ont demandé, ils n'ont pas demandé, ils ont imposé leur indépendance. Ils ont dit assez, c'est assez. On va faire grève. On va faire des manifestations et on va voir comment les fabriques vont tourner. Ils ont fait un jour, 2 jours, les hommes ont vu, c'était pas possible parce qu'il n'y avait plus la production. Les femmes, elles avaient arrêté de travailler. Et c'est suite à cela, mais il y a eu d'autres manifestations partout en Europe, en Amérique, qui a fait que les Nations Unies reconnaissent des droits pour les femmes. Donc le droit de voter, les droits d'avoir un salaire aussi quand elles travaillent et les droits de sortir sans être accompagnées d'un homme. Voilà, ça c'est l'Europe. Mais en Afrique aussi, on a une histoire. Hein? On a une histoire des femmes. Et les femmes en Afrique, c'était des reines. Il y avait des reines, il y avait des guerrières. Il y a des exemples comme ça, peut-être que les gens ne savent pas. Donc il y a même... Avant 1917, donc en 1526, il y a eu de reines, femmes, des reines en Afrique. Donc on prend l'exemple de la reine Zinga. La reine Zinga, elle a été en 1553 reine en Afrique. Et il y a eu aussi la reine Amina Zaria. Elle était reine des Haoussa. Elle était guerrière. Elle était une femme, donc stratège pour faire des guerres. Et on prend aussi l'exemple des Amazones de Dahomey, aujourd'hui appelée Bénin. Donc, c'est-à-dire que la femme, même en Afrique, et moi, je me dis, c'est une façon de transmettre l'histoire à nos petites filles
pour dire que l'histoire ne commence pas seulement en Europe, mais l'histoire commence en Afrique. Et en Afrique, il y a eu des femmes très fortes. Je pense, ici, c'est en 1900, mais chez nous, c'était en 1500. Déjà, on a trouvé des femmes reines. Même au Congo, donc il y a la reine Ngakadi, elle était en 1576, reine déjà au Congo. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas éteindre la flamme, il faut laisser la flamme allumée, que la journée internationale de la femme ne soit pas juste un slogan, mais que ça soit une vie que nous léguons à nos filles. Parce que c'est les filles qui deviennent de femmes, c'est elles qui ont les flambeaux pour les nations. Donc la femme, elle est mère, elle est sœur, elle est épouse, et c'est elle qui est le pilier de la maison, le pilier de la nation, c'est une dame. Alors, je vous aime beaucoup, et j'ai une pensée aussi pour ma mère, qui est partie il y a 1 année et 5 mois aujourd'hui. C'était une femme forte, une femme très forte, qui a élevé 8 enfants. Et voilà. Donc, merci à tout le monde, merci. Et que la journée soit une opportunité, ou des opportunités en fait. Que ça soit une opportunité à ne pas gâcher. Les thèmes de cette année, c'est la digitalisation. Alors, c'est comme ça. En tout cas, bravo, Maman Présidente, d'avoir pensé à organiser cette journée. Parce que c'est le thème de cette année. Alors, le thème, quand on choisit des thèmes comme ça, c'est pour des événements, c'est pour des enjeux majeurs, en fait. Alors, nous, aujourd'hui, on va être formés tout à l'heure là, en digital, parce que tout passe par les digitales aujourd'hui. Que ce soit la vie de tous les jours, que ce soit les élections qui vont arriver demain à Kinshasa, tout passe par les digitales. Alors, je vous souhaite vraiment une très bonne formation et merci à toi, à Chaïso. Et je veux maintenant appeler Maman Hilda. Elle est la présidente de Ligue des femmes du parti Essor. C'est elle qui va prononcer les mots de bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et merci de votre présence dans ce beau cadre du restaurant Horloge du Sud. Merci à Chaïso d'être là. Merci à Marie Ferré pour cette introduction. Merci. Madame, Monsieur, bonjour. En ce mois de mars dédié aux droits de femmes, célébré par les Nations Unies, nous, femmes politiques de Essor de la République, parti cher à Didier Mundela, réunis dans ce beau cadre de restaurant Horloge du Sud, venons célébrer cette journée à travers cette activité qui réunit une vingtaine de femmes à travers cette séance de formation à l'intention de femmes que nous sommes avec le thème national choisi en RDC, l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et de filles en RDC. Et célébré pendant que notre pays, la République démocratique du Congo, est en plein processus électoral et se prépare aux élections de décembre 2023. L'intervention de notre expert du jour, Madame Achaïso, va nous aider à bien nous comporter avec le numérique pendant la campagne électorale et tout au long du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Chère Madame, la matière à développer ont un caractère technique. Je nous appelle à suivre avec une attention soutenue. Sur ce, je déclare ouverte cette activité et vous souhaite la bienvenue. Merci. Merci. À tous. Merci beaucoup pour l'introduction et merci de m'avoir invité. Merci pour la confiance accordée pour cette formation. Donc, comme il a été dit, la formation va tourner autour de la digitalisation, donc la communication digitale, le marketing digital, avec un focus spécifique sur les femmes en politique. Parce que j'ai cru comprendre que les femmes présentes ici sont engagées au sein d'un parti
et il est toujours utile de comprendre en fait comment est-ce que on se brand, donc on se market, comment est-ce qu'on se vend lorsqu'on est une personnalité publique et qui plus est une femme qui a des aspirations et des ambitions politiques. Slide. Donc, pour le sommaire, on va voir d'abord la différence entre numérique et digital, parce que oui, il y a une différence entre les deux. Ensuite, on verra sur quel type d'appareil on peut faire usage du numérique et du digital. On verra ensuite les différents supports qui aident à la communication digitale, les canaux aussi qu'on utilise pour utiliser ces supports. Et puis, on verra un peu plus en profondeur les stratégies marketing, comment est-ce qu'on met en place une stratégie marketing sur les réseaux sociaux, à travers un site web, à travers même un smartphone. Et puis, bon, on va tout faire d'une traite, c'était la deuxième partie, mais on va tout enchaîner parce qu'on a fait un peu de retard. On va aborder la question du personal branding, du storytelling qu'on a vu un peu en filigrane avec Madame Marie Curie, et puis on verra l'exemple de quelques femmes politiques et je vous demanderai là alors d'intervenir pour voir qu'est-ce qu'elles ont en commun et ce qui les distingue. Slide. Alors, et alors vous avez évidemment les supports, donc ils sont un peu plus détaillés. Vous pouvez prendre des notes dedans, c'est tribune. Vous pouvez aussi questionner ce qui est mis dedans, donc n'hésitez pas à m'interrompre pour poser une question, pour aller plus en profondeur, pour demander éventuellement des exemples, etc. Donc, qu'est-ce que le numérique, qu'est-ce que le digital? Alors on entend beaucoup parler de numérisation, de digitalisation. Le numérique principalement, c'est tout ce qui a attrait aux machines. Parce que le numérique, en fait, c'est un code. Donc c'est des 1, c'est des 0, c'est des chiffres, d'où le nom numérique. Et la digitalisation, c'est le fait de se servir de tous ces appareils numériques et de toutes ces applications numériques dans un usage quotidien. Donc la digitalisation de la communication, c'est se servir des sites web, des réseaux sociaux, même des applications comme WhatsApp, Viber, etc. pour communiquer. La numérisation des banques, par exemple, c'est de ne plus avoir quelqu'un au guichet, mais d'avoir des machines, d'avoir des applications sur les smartphones. Est-ce que ça vous semble assez clair comme distinction des deux? Ça vous semble clair? Donc, la numérisation, c'est plutôt tout ce qui est industriel, et la digitalisation, c'est l'usage qu'on fait de ces machines. L'ordinateur est un outil numérique, mais quand je vais sur mon ordinateur pour taper un texte, je digitalise ma manière de travailler ou de communiquer. Slide. Pour avoir donc une digitalisation de ces activités, il nous faut des devices ou des outils. Est appelé device tout outil qui permet via Internet de communiquer, de travailler, de se connecter et d'avoir une activité. Donc on a bien sûr les ordinateurs, on a les smartphones, mais aussi les consoles de jeux. Les enfants jouent beaucoup en ligne, ce sont aussi des devices. Il y a les montres connectées qui sont aussi des devices. Si demain vous avez un BIC qui se connecte, qui peut se connecter à Internet pour vous donner l'heure ou pour vous délivrer un message, ce sera aussi un device. Slide. Oui, attends. Et ces devices donc sont le vecteur donc, des supports. Par support, on entend quoi? Tout ce qu'on crée pour communiquer. Dans la communication, il y a deux sortes de communication. Donc là, on est dans la communication digitale, mais dans la communication en général, donc il y a le online, digital, et le offline. Le offline, c'est tout ce qui est carte de visite, impression, affichage, tout ce qui n'est pas numérique en fait. La télévision, maintenant elle devient aussi online parce qu'on a des web TV, mais à la base c'était offline. Les magazines papier, à la base, c'est offline, mais maintenant ça devient aussi online puisqu'on a des webzines, donc des magazines en ligne. Et donc, ici je vous parle des supports online. On a du courrier, tout ce qu'on envoie par email, même les messages, etc., ce sont des supports. Les visioconférences, qu'on a beaucoup adopté suite à la crise Covid, les chats en direct,
les articles de blog, les publications, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur un site internet, etc. Les statuts aussi sont des supports, et évidemment le podcast, puisqu'on l'écoute en ligne et que souvent il nécessite une connexion pour pouvoir être consommé. Est-ce que jusque là ça va ou je vais un peu vite? Ça va. N'hésitez vraiment pas à m'interrompre. Ensuite, on a les canaux. Et là, on va s'attarder un petit peu, parce que les canaux, c'est ce qui va c'est ce qui va définir la manière dont on va faire sa stratégie. Lorsqu'on communique, on choisit les canaux. Donc, il y a des canaux, évidemment, qui sont moins utilisés parce que moins consommés, tout simplement, mais il y a des canaux incontournables, surtout si on est une personnalité publique ou qu'on l'aspire à l'être. À votre avis, quels sont les canaux qu'il faut absolument avoir dans son plan de travail lorsqu'on souhaite communiquer, fédérer, créer une communauté autour de soi, en vue par exemple ici d'élections? Les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, oui. Médias en ligne aussi. Médias en ligne, oui et non. Les réseaux sociaux, Ça compte plutôt. Ça englobe tous les réseaux sociaux, je sais pas. non, pas spécialement. Internet, c'est la plateforme qu'on utilise. C'est le moyen qu'on a pour se connecter, pour pouvoir faire site web, oui. Réseaux sociaux, site web. Et encore un qu'on oublie souvent, mais qui est Mail. très important. Mail. Les mails. Parce qu'en fait, les mails, ça permet d'avoir un contact direct avec son audience. Pas trop intrusif comme un message qu'on enverrait directement sur un smartphone, mais non seulement ça dure, donc il y a une pérennité, tout le monde ne vide pas sa boîte mail tous les jours, donc ça dure, il y a le côté très formel, administratif, et il faut savoir que les mails ont une valeur juridique aussi. Donc, quand on donne sa parole par mail, ça a une valeur juridique, que par SMS, peut-être pas spécialement, parce qu'on dit oui, mais peut-être que c'était pas toi derrière ton téléphone, etc. Et les réseaux sociaux, oui, parce que c'est la première manière qu'on a maintenant de consommer. Donc de consommer quoi? De consommer de l'information, de passer du temps, de prendre des nouvelles et même parfois de rechercher une information avant de faire une action, que ce soit acheter, voter, se décider, se renseigner en vue de faire un choix important. Alors là, je vais vous inviter à prendre les supports, parce qu'on va voir les différents, on va s'attarder sur les 3 points que vous avez nommés, donc réseaux sociaux, site web et médias. Alors dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs types, et c'est important de choisir son réseau social, parce que tous les réseaux sociaux ne drainent pas la vie, on ne communique pas de la même façon sur tous les réseaux sociaux. Quels sont les réseaux sociaux que vous consommez? Instagram. Instagram. Pourquoi Instagram? C'est intéressant. Pourquoi? Quel est le support sur Instagram, principalement? Qu'est-ce qu'on trouve sur Instagram? Des influenceurs, de l'information. Oui. Mais sous quelle forme? De textes, de vidéos, de n'importe quoi. Ok. Et est-ce que c'est... En quoi on le distingue par exemple de Facebook, qui est le plus gros réseau social? Facebook, c'est vieux maintenant. Pourquoi? Parce que ça date quand même. Alors qu'Instagram, c'est un peu plus récent. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que Facebook c'est vieux et qu'Instagram a l'air jeune ou c'est plus jeune? Je sais pas trop. Je crois le fait qu'il y ait beaucoup d'influenceurs sur Instagram comparé à Facebook. Donc il y aura plus de jeunes qui vont aller plus sur Instagram. Ok, et pourquoi? On y arrive, on y arrive. Il y a une raison, il y a vraiment une raison. Ah, Et c'est pensé pour. C'est pensé pour. je sais pas trop. Ok, on y revient. Quels sont les autres réseaux sociaux que vous consommez? TikTok. Vous consommez TikTok? Twitter. Ok. TikTok. Oui. Bonjour. Et YouTube Qu'est-ce aussi. que vous consommez sur TikTok? TikTok. Il y a toutes les informations. Hein. Ils donnent toutes les informations, n'importe quelle information. Tu vas trouver ça sur TikTok. Hein. Est-ce que c'est de l'information que vous vérifiez? Non, pas trop. Okay. Mais donc, quand vous êtes sur TikTok, vous y allez pourquoi? Mais c'est quand même vérifié. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui mettent comme quand même des informations où
comme des gens qui font leur pub, quoi, des produits, même de rien, quoi. Il peut faire un réunion, mais une manifestation peut passer sur TikTok, il dit que c'est ça, quoi. Donc vous vous informez énormément sur TikTok. Ok. Et vous? Il y a aussi des gens qui chantent, qui dansent, Qui dansent au même temps. qui font leur cuisine. Oui. C'est une information. Ouais. On s'informe. Et vous y allez pourquoi sur TikTok? Pour se divertir, pour s'informer. Se divertir, en On fait. y arrive. Donc, effectivement, les réseaux sociaux, en fonction de leur ligne, on peut dire leur ligne éditoriale, ont un public et une façon de fonctionner. Mademoiselle parlait d'Instagram. Pourquoi est-ce que Instagram attire une catégorie de jeunes? Génération Z souvent. Parce qu'ils sont nés avec un smartphone dans la main. Et Instagram, c'est typiquement une application. On peut avoir Instagram sur PC, mais ce n'est pas le même rendu, on n'a pas les mêmes facilités, ni de poster, ni de communiquer, ni de liker, etc. Alors que sur un smartphone, on l'ouvre et on scrolle. Instagram, le principal support, c'est la photo. Beaucoup de photos, beaucoup de hashtags. Maintenant, il commence un peu avec la vidéo parce que TikTok est arrivé, mais c'est principalement de la photo. Et donc, on regarde des photos. C'est très esthétique. C'est très esthétique et en une photo, on doit comprendre le message. Alors que Facebook, justement, Facebook, c'est plus un réseau social qu'on utilise sur son PC. Bien sûr, il y a aussi l'application, mais sur Facebook, on peut mettre de la photo, du texte, on peut mettre des liens sur lesquels on peut cliquer pour aller vers un autre site, alors que sur Instagram, par exemple, on ne peut pas. On peut plus facilement interagir en dessous d'un post Facebook aussi que d'un post Instagram. Instagram, principalement, on like. Donc on appuie, on like, moins commenter et on ne peut pas partager sur facilement sur son mur, par exemple. Vous partagez en privé par message, mais pas sur le mur de quelqu'un ou sur son mur ou dans un groupe. Donc c'est très limité. On est sur Instagram pour regarder et aimer des choses. On est sur Facebook plus pour partager, interagir. D'ailleurs, avec Twitter, Facebook, c'est une des plateformes les plus virulentes. Donc il y a du clivage, les gens se déchaînent, ils commentent. Ça peut être même parfois assez violent. Et sur Twitter, c'est pour ça que je parlais d'informations vérifiées, Twitter a cette dimension virulente, c'est vrai, mais très professionnelle. On retrouve les journalistes, on retrouve les politiques, on retrouve les influenceurs sur Twitter. Et sur Twitter, c'est principalement du texte. Bien sûr, maintenant, on peut mettre de la vidéo, mais c'est assez limité. On peut mettre de l'image, mais c'est 4 images, sinon on doit faire des fils, etc. Mais principalement, c'est pour faire très court et du hashtag. Pourquoi? Parce que plus c'est court, moins on a de mots pour s'expliquer, et moins on a de mots pour s'expliquer, plus on va aller à l'essentiel. Et plus on va à l'essentiel, et bien plus la personne en face, elle a un champ de compréhension immense en fait. Et donc elle peut interpréter. Si on prend le temps d'expliquer, de faire une introduction, un développement, une conclusion, on a moins de chances que la personne en face interprète ce qu'on a dit. Alors que si on a 140 caractères, on doit aller droit au but et directement on peut créer facilement le clivage. Et Twitter, c'est ça en fait. C'est du clivage, c'est des gens qui s'attaquent, c'est hyper virulent, c'est hyper agressif aussi. Il y a beaucoup de personnalités qui ferment régulièrement leur compte Twitter parce que les gens se déchaînent. Mais c'est aussi la marque de Twitter. C'est aussi son identité. Sur LinkedIn, par contre, on verra que déjà LinkedIn a un très bon algorithme. Donc si vous êtes sur LinkedIn, postez parce que les gens ne postent pas beaucoup par rapport à la communauté qui existe. Mais on verra que là, c'est plus de l'image du texte. Vous remarquerez aussi que LinkedIn n'aime pas qu'on mette des liens qui sortent du réseau. Donc si vous avez quelque chose à dire sur LinkedIn, dites-le directement sur le post que vous éditez. Donc voilà un peu pour les réseaux sociaux. Ah oui, et alors Marie Curie a parlé aussi de publicité. La principale force des réseaux sociaux, c'est qu'on peut y faire de la publicité. Et quand vous payez pour que le réseau social mette en avant votre publicité, pour peu que ce soit bien ciblé, donc vous ciblez par exemple Mademoiselle, voilà, elle était peut-être plus compétente tout simplement. Et elle aussi, donc elle a un branding, toujours une coiffe sur la tête, toujours. Là récemment, elle a fait des photos, elle n'en avait pas mis, on ne la reconnaît pas en fait. La coiffe, souvent c'est une coiffe noire,
ou alors c'est une coiffe assortie à son habit. Femme imposante, toujours très droite, toujours très souriante aussi, ce qui n'est pas le cas de Christiane Taubira. Vous remarquerez si vous avez son bouquin. Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, actuellement. Alors, on voit tout de suite la différence, or ce sont toutes des femmes racisées, entre les États-Unis, l'Europe et l'Afrique. Christiane Taubira, très sobre, et pourtant toutes sont authentiques. Hein. Ellen Johnson Sirleaf, africaine, je suis une femme africaine au pouvoir, la royauté, la coiffe et les tissus riches. Et puis on a Kamala Harris, qui a l'air un peu neutre comme ça, rushée, elle est jamaïcaine indienne, elle ne veut pas qu'on voit la négritude en elle, parce que voir la négritude en elle, en fait, ça la désolidariserait de tout un électorat blanc dont elle a besoin. Parce que c'est pas une femme noire en fait, Kamala Harris c'est juste une femme d'État, c'est une femme politique, donc elle n'est pas pro-noire comme Obama ne l'était pas non plus, mais Obama a joué là-dessus. Et donc elle se positionne vraiment comme, regardez-moi comme une candidate en fait, je suis une américaine, je suis une candidate, ça se voit par rapport à sa coiffure, ça se voit par rapport à ses bijoux, ça se voit par rapport à ses tenues. Et si vous avez l'occasion de suivre ces vidéos, enfin ces interviews, ça se voit dans la manière dont elle s'exprime, dont elle parle, dont elle prend position. Elle n'est pas dans le communautarisme et c'est fait exprès parce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas être associée à la communauté noire. Donc ça aussi c'est son personnage. C'est pour ça que beaucoup d'Afro-Américains ne se reconnaissent pas en elle non plus. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est arrivée là où elle est. Parce que d'un côté, l'Amérique blanche est rassurée de cette femme qui ne s'intègre pas à la communauté noire de plein fouet. Et en même temps, l'Amérique blanche est contente de dire que tiens, regardez, nous on a mis une femme noire vice-présidente. Parce qu'aux États-Unis, à partir du moment où on a une goutte de sang noir, on est noir. Donc ça c'est pour les trois premières slides. Et on continue donc avec trois autres profils de femmes politiques. Rachel Keke, qui est députée en France. Alors Rachel Keke, elle a fait partie des femmes de ménage qui ont manifesté pour avoir leur salaire et pour avoir des conditions de vie décentes et de travail décent. Elle a été récupérée par un parti parce qu'évidemment c'est devenu une figure forte dans la société. Elle a parlé au nom des personnes qui ne pouvaient pas parler. Elle a été élue. Qu'est-ce qu'on constate? Rachel Keke, dans son branding et dans toutes les photos en général qu'on trouve d'elle sur Google, elle garde son authenticité et son africanité. Pas qu'elle n'a pas les moyens de se payer Manon du Chanel ou quoi, mais ça fait partie de l'image en fait et de ce qu'elle représente. Elle représente la femme qui nettoie les chambres et qui est maintenant au sein du Parlement, au pouvoir, à la table de décision. Et elle représente toutes ces femmes en fait qui lui ont fait confiance et toute cette population qui a demandé à ce qu'elle arrive là et qui ont voté pour elle. Donc souvent elle est hyper sobre, très peu ou très mal maquillée, il faut le dire, parce qu'elle ne veut pas qu'on dise oui voilà maintenant ça fait partie de son image, elle a les moyens et elle pourrait le faire, et peut-être qu'elle le fait en famille le dimanche et tout, mais son image publique veut qu'on puisse directement ah c'est Rachel Keke, c'est pas Ramayad, c'est pas Taubira, c'est Rachel Keke. Elle a toujours des coris aussi dans les cheveux, même quand elle change de coiffure, même quand elle a une perruque courte là, elle met des coris dans ses cheveux. Donc ça c'est son branding, et alors dans son phrasé, dans ses vidéos, elle est dans la revendication. Quand vous écoutez ses discours à l'Assemblée, elle est dans la revendication. Elle n'a pas le français le plus parfait, et je pense même qu'elle va entretenir ça pour ne pas être assimilée, mais elle a des discours simples, clairs et précis, quoi, voire terre à terre, mais c'est son identité. On a ensuite Angela Merkel, chancelière allemande, qui est restée au pouvoir des années, qui vient de quitter le pouvoir. Elle aussi, son branding, c'est sobriété, voire masculine. On lui attribue des attributs masculins, cheveux courts, un peu robustes, jamais de maquillage, des chaussures plates, voire un peu austère, etc. Mais là encore, c'est pour qu'on la prenne au sérieux. Elle représente l'autorité allemande, elle représente la discipline, elle représente la rigueur, elle représente le travail. Et donc, dans son apparence, dans son accoutrement, elle ne peut pas laisser de place à l'imagination. En fait. Et c'est voulu aussi. Ça reste une femme, elle est mariée, elle a des enfants, mais dans son rôle politique, elle veut être le plus neutre
possible. On est loin de Kamala Harris. Très loin. Et pourtant, elle pourrait. Elle pourrait, mais elle a fait le choix de ne pas l'être. Et c'est devenu sa marque de fabrique. Et enfin, on a Cécile Kyenge. On peut appeler parce qu'elle a aussi un parcours, un storytelling très fort. Donc elle est venue du Congo, d'une famille nombreuse, elle a étudié en Italie, elle était médecin, elle s'est mariée à un Italien et puis elle a accédé au pouvoir. Elle a été hyper décriée. Mais là aussi, c'est son storytelling qui a fait la différence. Ah, vous voyez, la méritocratie. Donc, je viens de loin, mais j'y arrive. Donc, il y a déjà ce côté rôle modèle. Mais pire encore, il y a le côté, voilà, l'Italie est raciste. Je suis là et j'ai raison d'être là parce qu'en fait, vous m'insultez, vous me traitez de singe, vous me jetez des bananes. Elle aussi a un changement, en tout cas une évolution. Elle faisait aussi des tresses. À partir du moment où elle est entrée au pouvoir, elle a coupé ses cheveux, très naturel, authentique, encore là de la sobriété, parce que les femmes politiques, en tout cas en Occident, on leur accorde très peu de latitude, très peu de chance, très peu de sérieux. Donc, elle doit vraiment faire l'effort de retirer tous les artifices possibles pour qu'on écoute ce qu'elles ont à dire et qu'on les voit comme des femmes d'État et pas juste comme des femmes qui sont là par hasard parce qu'il y avait une place à prendre ou on avait un quota à remplir et donc on l'a mis là. Et elle était là au Parlement tout un temps, maintenant je pense qu'elle n'y est plus, mais toujours très sobre et aussi des tenues très carrées, très sérieuses, très austères parce que encore une fois, quand on est dans des sphères politiques, on n'a pas d'autre choix que de jouer la crédibilité. Donc ça, c'est pour les femmes politiques. Alors évidemment, si vous êtes dans d'autres sphères, si vous êtes dans l'art, etc., vous pouvez être beaucoup plus créative, mais il faut s'adapter au contexte, au public, au message et savoir quel est votre objectif en fait. Parce que c'est du travail, c'est de la discipline et rien dans tout ça, on a l'impression que même Rachel Keke avec ses 3 coris et son air fatigué, on a l'impression que non, c'est travaillé, c'est voulu, c'est une femme du peuple et on doit la voir comme telle, elle doit rester comme telle, etc. Donc on peut slider, c'est le dernier slide. Si vous avez des questions, je suis désolée, j'ai dû accélérer un peu la fin. Mais